Les rideaux sont tombés sur la première édition de Malibot, une initiative de Donifab qui mettait en compétition plus d'une centaine de jeunes passionnés de robotique. Les tablettes sont de plus en plus utilisées par les tout-petits, une utilisation excessive qui n'est pas sans danger pour eux. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Clôture de la première édition de Malibot Challenge, une compétition nationale dans le domaine de la technologie initiée par Donifab. Ils étaient 150 élèves et étudiants à y prendre part. Plus de détails avec Aminata Madoula. Ce sont là les exploits des 150 participants de la première édition de Malibot Challenge, un véritable challenge pour une compétition technologique préparée et tenue en 5 jours. Cette initiative de Fab Lab tournait autour de 5 catégories. Il s'agit de robotique broderie numérique, modélisation 3D, robotique universitaire, robotique lycéen, développement d'applications et drones. Notre objectif, c'est d'offrir des opportunités au maximum de jeunes maliens. On a l'habitude d'amener des jeunes maliens à faire des compétitions à l'étranger, mais le nombre était limité. Donc on s'est dit qu'il fallait forcément faire une activité au Mali qui allait embarquer beaucoup plus de jeunes. Et c'est vraiment la vision qui est derrière Malibot Challenge. La sélection s'est faite de façon mixte. Pour certains, c'était un formulaire en ligne sur lequel les universités ou les écoles intéressées pouvaient venir s'inscrire. Mais sur d'autres, nous sommes partis directement par contact personnel. C'est des structures que nous connaissions. Nous leur avons parlé du projet et ils l'ont aimé, ils se sont associés au projet. Maintenant, pour les formateurs, c'est composé de formateurs maliens et de formateurs de la sous-région. Les préparatifs se sont très bien passés, tant bien qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais les organisateurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et les étudiants ont suivi les consignes à la lettre. Donc j'ai été impressionné de leur effort. Vite fait, ils ont appris pas mal de choses. Ils ont su s'adapter à la situation pour arriver jusqu'à ce point. Avec l'assimilation rapide dont les apprenants ont fait montre, le départage n'a pas été aisé pour les membres du jury de cette compétition. Ça a été très difficile de partager les groupes, mais par l'aide de mes collègues, on a su relever les défis pour prendre le troisième, deuxième et le premier groupe. Étant donné que c'est la première édition, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour corriger avant de faire la deuxième édition. Et sur ces points, on va faire un rapport aux organisateurs et pour qu'ils puissent corriger cela pour avoir une meilleure compétition l'an prochain. Pour cette première édition, des délégations sont venues du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo. Au sortir de cette expérience, un suivi est prévu afin de faire de ces pépinières des acteurs du développement qui passent par la technologie. 17e Assemblée générale du Club des Amis Cissé Junior. Occasion pour les membres du club de faire le point des activités menées. Salim Traoré nous en parle. Promouvoir la paix et la cohésion sociale grâce aux valeurs de notre culture, voilà l'objectif de la 17e Assemblée du Club des Amis Cissé Junior. Cette édition, placée sous le haut parrainage de Mamadou Méré Diawara, président du RGMD, met en avant le Sinankouya. Cette tradition de parenté à plaisanterie comme vecteur essentiel de rapprochement et d'harmonie. Nos grands-parents ont initié Sinankouya, c'est pour réduire des conflits. S'il y a un problème, on peut se décider de dire que non, tel est Traoré ou bien Koulibaly, oui, ça termine les conflits. Je pense que c'est une bonne initiative et ça permet de fédérer l'ensemble des manières. Les membres du club ont saisi cette opportunité pour dresser le bilan de leurs actions et réaffirmer leurs engagements dans les domaines social, humanitaire et environnemental. Chaque année, on termine l'Assemblée, on fait des reboisements, campagne de reboisement. Par exemple, si tu vas au niveau des CSRF de Kalabankoro, c'est nous qui avons reboisé le grand portail du lycée Ben Omar Sy de Kabala et la gendarmerie du Mandé. Depuis 17 ans, le club des Amis Cissé Junior se consacre ainsi à faire la différence au sein de la communauté.
Sur un tout autre sujet, actuellement, les tablettes sont devenues un véritable moyen de distraction pour les tout-petits. Elles leur permettent de jouer à des jeux ou de regarder des vidéos. Cependant, leur utilisation abusive peut représenter un danger pour les enfants. Hawa Sidibe. J'aime les jeux de tablettes parce que ça m'a diverti. La tablette est un outil très apprécié par les enfants, qui est devenu presque indispensable pour eux. C'est pour cette raison que Chaka Diakité a acheté des tablettes pour chacun de ses enfants. Ce père de famille a mis en place un rituel bien précis pour encadrer ses enfants autour de l'utilisation de cet appareil. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, mes enfants commencent à manipuler la tablette. C'est un moyen pour moi de garder les enfants. Surtout, moi, je préfère la tablette parce que l'image que les tablettes procèdent, ce sont les images que moi-même, je mets là-dessus. Donc, ce sont les jeux que moi-même, je préfère. Donc, ils peuvent regarder les films que moi, je veux. Ils peuvent faire des jeux qui peuvent les faire développer dans leur esprit. Donc, mes enfants ne se promènent pas dans la rue. Il existe plusieurs types de tablettes sur le marché, mais celles qui sont les plus achetées par les parents sont celles éducatives. Aujourd'hui, nous avons des tablettes éducatives qui permettent à l'enfant comment écrire, comment lire. Et nous avons des applications aussi qui sont insérées dedans, comme grammaire, dictée, addition, soustraction et multiplication. Et ça éveille la conscience et la curiosité des enfants. Nous avons plusieurs types de tablettes. Nous avons des tablettes de 6 mois à 18 mois et de 18 mois jusqu'à 9 ans et de 9 ans à 16 ans. Ça divertit l'enfant et ça éduque l'enfant. Il y a des tablettes qui sont personnalisées juste pour ça. Avec les tablettes éducatives là, il y a des limites. L'enfant ne peut pas prendre la tablette et rentrer dans les connexions YouTube et autres. C'est juste basé sur l'éducation. Donc quand l'enfant essaie de sortir dans le domaine de l'éducation, le code vient. Tant que ce n'est pas les parents même qui a mis le code là-dedans, ça ne peut pas sortir. Notre sociologue nous explique que l'utilisation des écrans, bien qu'elle ait des aspects positifs, a également des effets négatifs sur le comportement de l'enfant dans la société. Si vous mettez un enfant toujours en contact avec une tablette ou des images qui bougent, il aura tendance à ne pas pouvoir se concentrer. Un adulte qui est devant lui, qui doit l'enseigner, il ne pourra pas se concentrer sur cet adulte-là. Ça peut jouer sur la sociabilité, les interactions humaines. On ne peut pas dire aujourd'hui de ne pas donner l'écran à l'enfant, et que l'enfant ne regarde pas la télévision, les tablettes. Ça pourra par exemple améliorer le français de l'enfant. Un enfant qui s'assoit devant une télévision pendant 6 heures, qui a une tablette pendant 4 heures, vous imaginez, ça peut le rendre paresseux. Le contenu des écrans, très souvent, ce ne sont pas nos réalités culturelles. Dans des dessins animés, vous voyez des interactions entre des personnes de même sexe. Alors que l'homosexualité, par exemple, est inconcevable chez nous ici. L'œil de l'enfant est très fragile pendant les premières années, car les cellules qui permettent à l'œil de bien se former ne sont pas encore arrivées à maturité. Cela peut avoir des conséquences sur la santé de leurs yeux. Quand un enfant est exposé à un écran, ça veut dire que son attention est totalement captée par l'image qui est produite par l'écran. Et souvent, l'enfant oublie de cligner. Ça, c'est un premier élément qui peut agresser l'œil. Parce que le fait de cligner les yeux, ça permet de protéger la cornée et de laisser passer aisément la lumière qui doit aller sur la rétine. Deuxièmement, les écrans sont pris par les enfants à une certaine distance. Le fait que la distance soit très rapprochée de l'œil, ça fatigue l'œil, ça fatigue la vision. C'est pourquoi c'est des enfants qui vont se retrouver après avec des yeux rouges, des yeux qui pleurent, des yeux qui grattent ou alors des maux de tête. Le troisième point, les écrans produisent des types de lumière artificielle. La qualité de lumière qui va rentrer dans l'œil peut entraîner à la longue une détérioration des cellules de la vision. La liste des conséquences liées à l'utilisation des écrans chez les enfants ne cesse de s'allonger. Les enfants d'aujourd'hui, les tout petits surtout, qui sont souvent exposés, sont incapables de se concentrer en classe. Ils ont des défauts de langage parce que tellement ils sont concentrés, ils n'apprennent même plus les autres éléments de sens. Ils ne savent plus parler correctement, ils ne savent plus écouter correctement. Donc, ces différents signes sont reconnus aujourd'hui comme étant une maladie. On appelle le syndrome de l'épée. Épée, exposition prolongée aux écrans.
Avant, les enfants avaient d'autres moyens de jouer qui leur permettaient de s'épanouir, nous explique notre traditionnaliste. Les jeunes filles se retrouvaient chez l'une de leurs amies pour jouer. La mère qui les accueillait devenait comme une mère pour toutes. Elle leur achetait des jouets et de petits ustensiles de cuisine pour apprendre à cuisiner. Ou bien, les petites filles elles-mêmes les fabriquaient en argile à cette époque. L'argent était rare, donc les enfants jouaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Les garçons, dès leur plus jeune âge, étaient initiés au métier. Un père de leurs amis leur montrait comment fabriquer des jouets en argile, comme des animaux similaires à ceux qu'on retrouve à l'artisanat. Notre ophtalmologue nous conseille de ne pas dépasser 2 heures de temps d'écran par jour, à répartir en plusieurs courtes sessions pour les enfants de moins de 7 ans. Pour les parents dont les enfants sont très attachés aux écrans, elle recommande de réduire progressivement leur temps d'exposition jusqu'à atteindre la limite conseillée. En effet, un usage modéré et équilibré des écrans peut contribuer au bien-être des enfants sans nuire à leur développement. Conférence débat sur la mise en œuvre des projets dans la commune rurale de Sanankoroba. C'est une initiative de l'association Solidarité Afrique Farafina en partenariat avec la Fédération vaudoise de coopération qui vise à élaborer une stratégie efficace, nous dit Sabine Keita de retour de Suisse. Le partage de savoir sur les projets réalisés à Sikuru dans la commune rurale de Sanankoroba ainsi que les témoignages des élus locaux ont été au cœur de la conférence débat organisée par l'association Solidarité Afrique Farafina avec le soutien financier de la FEDEVACO, la Fédération vaudoise de coopération. Ce projet met l'accent sur l'engagement de la population locale dans la mise en œuvre des initiatives au sein de la commune. Pendant ces 2 jours d'échange, le maire de Sanankoroba a longuement évoqué les défis auxquels la commune rurale est confrontée dans l'exécution des projets. C'est l'objet de notre visite de venir témoigner devant les citoyens suisses que nous recevons ce qui est récolté ici sur place. Sinon, nous recevons plus que ça même. Rien que le centre, c'est d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Donc nous, on ne pouvait pas imaginer comment est-ce que ces fonds-là sont collectés si on n'est pas là en chair et en os pour vraiment voir ce qui se passe ici. Ces projets contribueront sans aucun doute à renforcer la coopération en général, tout en accroissant la participation active de la population locale. Et on a fait une conférence qui était pour moi très très importante pour cette édition. Donc on a donné la possibilité au village qu'on aide, parce qu'il faut se dire que ce festival a été conçu pour pouvoir aider un village au Mali, ce village de Sikoro. Et puis cette année on a fait venir les représentants de ce village pour qu'ils viennent voir comment on récolte l'argent aussi, et puis qu'ils viennent s'exprimer aussi du partage qu'on a pu faire, et puis des échanges aussi qu'on a mis en place, et de faire un partage de savoir avec les Suisses. La FEDEVACO est une fêtière d'associations dont Solidarité Afrique Farafina est membre, et donc c'est ce statut qui lui permet de déposer au fait des projets qui sont soutenus par les collectivités publiques vaudoises et suisses, et donc notre fédération encourage effectivement ses membres à faire du partage de savoir afin d'avoir plus d'impact et de démultiplier les succès à plus large échelle. À l'issue de cette 2e édition des échanges gagnant-gagnant entre les partenaires maliens et suisses, chaque partie estime être mieux préparée pour garantir le bon déroulement des projets au Mali. Des éliminatoires CAN Maroc 2025. Les Aigles du Mali présents à Maputo depuis quelques jours multiplient les séances d'entraînement. Sur les 25 joueurs convoqués, 23 sont sur place et se disent prêts à défendre les couleurs. Le point avec nos envoyés spéciaux à Maputo, Siragatou Sissé et Sidi Modibo Dambélé. Le groupe Aigle affiche complet pour le choc de vendredi face au Mozambique. Les hommes du sélectionneur Thompson Fit dégagent de la sérénité. Amadou Dante et Ibrahima Cissé sont appelés en renfort. Pour cette dernière séance d'entraînement couplée à la mise en place tactique,
les Aigles du Mali sont montés en régime dans la préparation. Je suis un entraîneur content pour le moment. Tous les joueurs sont là. On a 24 joueurs disponibles. Les derniers 3 joueurs sont arrivés ce matin. Et le niveau de l'entraînement, c'est très haut. L'atmosphère est très bien. Tactiquement, on a travaillé aujourd'hui beaucoup. Et ça donne un bon sentiment pour le match vendredi. Quand on peut jouer comme on a entraîné aujourd'hui, on va faire tout pour une victoire et c'est tout possible pour être qualifié vendredi. Un match à 11 contre 11 de haute intensité a été planifié avec des motifs de satisfaction. Nous avons fait une très bonne séance d'entraînement. Voilà, on prépare bien le match et les joueurs sont bien mentalement, physiquement, tout ça. Donc voilà, on attend juste le match. Et le groupe va très bien, ça vit bien. Voilà, les gens sont bien arrivés. Ce jeudi, on suivra avec attention la reconnaissance de la pelouse du stade Zempito de Maputo pour se faire une idée avant la grande bataille. C'est sur toute cette positivité que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Plaise à Dieu.